J'avais envie de, à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements, donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle. Je suis Chloé Cohen et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes engagées. Elles racontent ici leurs histoires, leurs parcours. Elles partagent leurs convictions et leurs combats écologiques, féministes, pour un monde plus juste, plus responsable et plus durable. Cette semaine, je reçois Raphaëlle Rémy-Leleu, candidate à l'élection municipale de Paris-Centre, tête de liste pour Europe Écologie Les Verts et Les Vertes. Quand j'ai contacté Raphaëlle, elle m'a avoué qu'elle s'était demandé ce qu'elle allait bien pouvoir raconter sur l'industrie textile. Alors au départ, je voulais surtout discuter de sa carrière de militante, d'activiste, féministe et écologiste. Car une jeune écoféministe en politique, c'est plutôt rare. Mais en fait, après réflexion, Raphaëlle a réalisé que le vêtement avait joué un rôle important dans sa vie, alors pas forcément positif. Et aujourd'hui, en tant que femme politique, elle a pris conscience que les vêtements s'ajoutaient à la pile des injonctions. Avec Raphaëlle, on a parlé de la chasse, de culottes, de grossophobie et d'oser le féminisme. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Raphaëlle, merci beaucoup de prendre du temps et de venir témoigner sur ce podcast. Bonjour Chloé, merci à toi. Avant de rentrer dans le détail de cette discussion, déjà, comment tu vas ? Ouf, vaste question. Ça va, écoute, il y a eu des moments plus faciles que d'autres pendant le confinement, il y a eu des moments plus faciles que d'autres pendant l'année, mais là, ça va, hâte d'être à la suite. Bon, génial. Écoute, j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu en arrière pour qu'on comprenne un peu la personne que tu es devenue aujourd'hui et tout ton cheminement. Donc, première question, où est-ce que tu as grandi et quel genre un peu d'enfance, d'éducation tu as reçu ? Alors, j'ai grandi dans un tout petit village qui s'appelle Brion, dans le nord, près de la frontière belge. J'ai vécu avec mes parents et mon petit frère. Dans un milieu très rural, voilà, une enfance assez classique avec des parents qui divorcent, dans un village entouré de champs, d'étangs, de forêts. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là, dans une région qui est quand même assez sinistrée du point de vue social. Donc j'ai vécu là jusqu'à mes 17 ans et ensuite je suis montée à Paris, sauf que venant du Nord, c'est plutôt y descendre pour faire mes études. Ok, super. Alors on va poursuivre un peu dans le parcours. Donc tu as été syndicaliste étudiante, porte-parole d'Oser Féminisme. Quel a été un petit peu ton parcours de militante, si tu peux nous le raconter ? Oui, mon parcours militante suit plutôt mon parcours géographique d'ailleurs, puisque dans le Nord, il y avait assez peu d'activités sociales collectives, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas d'association dans mon village, ou très peu. Et donc c'est véritablement quand je suis arrivée à Paris en 2009, je suis arrivée dans l'enseignement supérieur, et là déjà ça commençait à gratter depuis un certain temps, la question de l'engagement collectif, de l'action, d'une volonté de voir plus de justice. Et c'est là que j'ai rencontré l'UNEF, au début pour
vraiment quelque chose de très concret qui peut paraître presque bête. C'était mon premier jour de rentrée et l'UNEF organisait une bourse aux livres où en fait les étudiants et étudiantes de l'année supérieure revendaient leurs manuels aux nouveaux et aux nouvelles arrivantes comme moi. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout les moyens de me payer l'ensemble des livres demandés. Et donc ça m'a paru bien d'organiser cette solidarité. J'avais envie d'y prendre part. Donc j'ai tout de suite, la première semaine, participé à l'organisation de cette vente. Et puis on commence et on ne s'arrête plus, puisque j'ai commencé comme ça le premier jour de ma scolarité et j'ai fini le dernier jour de ma scolarité en tant que syndicaliste étudiante, où j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de choses très différentes. Et donc c'était très précieux pour moi, puisque j'ai participé à la vie démocratique étudiante à l'IEP de Paris. J'ai également été vice-présidente du Crous de Paris, donc qui est l'instance qui gère les bourses, le logement, la restauration, l'accès à la culture. Donc beaucoup d'aides directes très fondamentales quand on connaît la précarité étudiante. Ouais. Donc voilà, des projets très différents qui m'ont beaucoup épanouie et des combats qui ont déjà pris racine à ce moment-là, notamment contre le sexisme, que ça soit dans le milieu de l'enseignement supérieur, mais même dans le milieu militant, dans le milieu progressiste, où on a assez vite réalisé avec les copines qu'on avait envie de faire bouger tout ça et que c'était presque plus insupportable d'être harcelé, agressé, insulté, violé par des gens qui étaient censés mener les mêmes combats et vouloir créer la même société que celle que nous souhaitions voir. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que naît ton engagement féministe ? Alors l'engagement féministe, oui, je pense qu'il y avait des petites graines de féminisme qui avaient déjà été plantées tout au long de mon parcours. C'est vrai que ces dernières années, il y a pas mal de personnes qui ont pu me demander d'où venait l'engagement féministe, donc j'ai essayé de réfléchir. Et il est vrai que même quand j'étais toute petite, j'ai fait quelque chose en lien avec ça. En tout cas, je ne comprenais pas. Il y avait avant tout une incompréhension profonde à pourquoi cette différence de traitement. Donc il y a eu comme ça des petits épisodes au cours de mon enfance et de mon adolescence. Et c'est sûr que quand je suis arrivée à Paris, quand j'ai trouvé l'UNEF, ça a vraiment déclenché à ce moment-là, y compris parce qu'on me donnait des modèles féminins, des modèles de militantes, parce qu'on me donnait accès à une histoire féministe, à une histoire militante, et ensuite parce que j'ai vécu le mouvement de lutte contre la réforme des retraites. Déjà à l'époque, en 2010, on se battait contre une réforme des retraites qui était celle de Sarkozy. Ouais. Et là, j'ai découvert les rapports de domination de manière très brutale dans les milieux militants, notamment contre les femmes. Et là, j'ai vraiment eu toute cette colère-là que j'ai voulu exprimer, dont on a discuté avec des militantes, des sympathisantes venant de plein d'horizons différents. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose quand même, qu'on n'était pas folle, qu'on n'était pas seule, qu'on n'était pas parano, mais qu'il y avait véritablement un vécu commun et qu'on voulait peut-être écrire la suite de l'histoire nous-mêmes. Et en plus, ça a coïncidé, donc ces premières réunions non mixtes dans le syndicalisme étudiant ont coïncidé avec l'émergence et la création d'Oser le féminisme. Donc je me suis sentie très chanceuse de voir tout ça arriver en même temps, parce que je me souviens des premiers statuts Facebook d'Oser le féminisme que j'ai vécu comme une véritable libération, parce que c'est pas seulement qu'on mettait des mots sur des choses que j'avais vécues, et je me rendais compte que si je prenais quelques instants et que je réfléchissais, je mettais les mêmes mots, et que vraiment il y avait un commun là qui me paraissait tellement beau, tellement inattendu, et j'avais envie de le renforcer et de le partager avec un maximum de personnes. Ok, ouais, c'est intéressant. Et ensuite, alors aujourd'hui, il y a aussi l'engagement écologique que j'aimerais bien détailler ici, parce que c'est important dans ce podcast, parce que tu es candidate à l'élection municipale de Paris-Centre, donc tête de liste Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, ça en est où en ce moment? Parce que c'est vrai que peut-être pas mal de personnes se posent la question de savoir, et puis toi, où tu en es dans cette candidature. Alors, je suis toujours candidate, si c'est la première question. C'est vrai que cette élection municipale a été très difficile sur plein d'aspects, puisqu'on a quand même vécu l'arrivée du coronavirus en même temps que la campagne municipale, notamment ensuite la montée de l'angoisse et de la peur pour nous, pour nos proches, pour la situation sanitaire en général, avec ce confinement qui a été annoncé quelques jours avant le premier tour du scrutin. Alors c'est vrai que pour nous, en tant que personnes militantes, ça a été très ambivalent parce qu'à la fois on était extrêmement fatigués
par la fin de campagne. On a envie de voir les choses aboutir. C'est un engagement moi, je suis engagée dans cette campagne depuis le mois de septembre. C'est vrai que tu passes plusieurs mois à faire le tour de ton arrondissement, à parler à tout le monde, à monter un collectif, à imaginer des projets. Et là, voilà, on est confronté à ce mur qui a choqué tout le monde. Ouais. Et où nous, en plus, on était enclenché, on était dans un processus qui était enclenché et qui a été arrêté assez brutalement. Donc, entre le finalement 17 mars et aujourd'hui, on a été dans l'attente pas jusqu'à aujourd'hui exactement, mais jusqu'aux annonces du Premier ministre la semaine dernière, qui a expliqué qu'on devrait, si tout allait bien, avoir un second tour au mois de juin. Ensuite, on peut débattre du bien fondé d'avoir maintenu le premier tour, d'organiser le second tour en juin ou de refaire l'ensemble des élections. C'est vrai qu'il y a beaucoup de considérations qui rentrent en ligne de compte, des considérations démocratiques, sanitaires, personnelles aussi. Parce que tout bêtement, moi, je ne suis pas certaine que j'aurais eu les moyens, la force de me dire « Allez, je remets un peu ma vie sur pause pendant 6 mois pour tout recommencer ». Donc là, je suis quand même assez soulagée qu'on puisse imaginer un second tour le 28 juin. Déjà parce que ça veut dire que quand même, on va toutes et tous un peu mieux face au Covid. Il y a déjà eu suffisamment de drames, suffisamment de pertes et suffisamment de malheurs. Donc il y a un petit côté retour à la normale. Et aussi parce que, quand je disais tout à l'heure, j'ai envie de voir la suite. C'est vrai que quand on travaille comme ça sur une élection, assez logiquement, j'ai presque envie de dire que c'est assez sain, on a envie d'être élu pour que ce qu'on a proposé aux habitants et aux habitantes, on puisse le mettre en place ou essayer de le mettre en place. Et ouais, j'imagine. Et pourquoi toi tu as décidé de devenir candidate alors d'une part à l'élection municipale de Paris-Centre, mais aussi pour Europe Écologie Les Verts? Il y a un peu 2 questions dans une même question, et pour qu'on comprenne un peu ton ambition d'élection locale et pour un parti écologique. Alors moi c'était déjà la question de l'engagement politique, puisque ce que l'on disait aussi bien à l'UNEF qu'à Oser le féminisme, c'est qu'on fait déjà partie d'un engagement politique. C'est un engagement qui est indépendant, qui est apartisan, on ne dépend d'aucun parti, mais on essaye déjà d'influencer les politiques, la politique en général, la vie et le débat public. Et donc c'est vrai qu'il y avait une sorte de nouvelle dimension de cette vie publique à explorer, qui était pour moi celle de la vie politique officielle, d'une certaine manière, même si j'avais déjà pu un peu militer dans certaines organisations politiques, mais bon, là, c'est quand même très différent aussi avec ce statut de candidate. Et ça a été un enchaînement de discussions, comme souvent, où des amis écologistes m'ont posé la question si ça m'intéressait, si ce serait pas bien de venir faire la campagne des municipales à Paris, parce que j'avais des choses à apporter, tant du point de vue de mon profil et de mes compétences, puisqu'à la base, je suis cadre administratif dans une université, que du point de vue du profil militant et de ce que ça envoie aussi comme message, de ce qu'on a envie de porter politiquement pour les droits des femmes à un échelon municipal. Et j'ai beaucoup hésité. Comme souvent, les femmes hésitent beaucoup d'ailleurs. Et ce qui m'a aidée à lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est que finalement, je me suis posé la question, si c'était une amie, une camarade, une militante que tu as connue et qui te demandait est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, tu lui rappellerais à quel point c'est important qu'on y aille, qu'on prenne les places qu'on nous donne, plus encore qu'on prenne nous-mêmes des places, qu'on prenne les places auxquelles on a droit, qu'on exerce de manière véritablement démocratique et donc partager le pouvoir. Et donc là, il y a eu un petit côté où je me suis dit quand même, tu peux pas avoir mis des coups de pied aux fesses des copines pendant 5 ans et là, ne pas y aller toi-même. Donc ça, c'est parce que même quand on est au clair dans ses idées, dans sa philosophie politique, le jour où il faut y aller soi-même, c'est autre chose. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Et c'est vrai que les dernières élections avant les municipales, c'était les européennes, donc c'était il y a 1 an, presque jour pour jour. Et je suis retombée, tu sais, sur les fameux petits souvenirs Facebook,
où j'avais dit, je vais pas vous annoncer ce que je vais voter, mais je vais vous dire tout ce qui m'a dérangé pendant cette campagne. Et j'ai fait toute une liste de choses qui me dérangeaient sur les valeurs de la gauche, sur la manière d'essayer de construire l'unité, sur la place des femmes dans la campagne. Et j'ai un copain qui avait commenté en disant « Je suis absolument d'accord avec toi. Du coup, tu te présentes à la prochaine ?» Et je suis retombée sur ça hier et je me suis dit « Ah ben finalement, on l'a fait. » Donc ça, c'est sur le pourquoi du comment de la candidature. Quant au fait de m'engager à Europe Écologie Les Verts, alors un point de précision, la campagne d'Europe Écologie Les Verts à Paris, c'est une campagne qui réunit Europe Écologie, mais aussi par exemple le parti animaliste et d'autres partis écolos, ou encore À nous la démocratie, qui est un parti, une organisation qui œuvre pour plus de démocratie, à la fois sur les méthodes et sur la manière d'exercer les fonctions électives. Donc moi, je suis arrivée là-dedans sur ce qu'on appelle une candidature d'ouverture. C'est-à-dire que je suis arrivée dans cette campagne et en tant que candidate, je n'étais pas encartée à Europe Écologie Les Verts et Les Vertes. Je suis arrivée un peu sur mon propre nom, parce que ça fait partie des valeurs et des méthodes d'Europe Écologie d'essayer de ramener des personnes qu'on appelle de la société civile. Alors même si je trouve que le terme est un peu galvaudé, on fait toutes et tous partie de la société civile. Et voilà, de faire en sorte que ça soit pas toujours les mêmes personnes qui puissent s'engager en politique et être accompagnées, pas uniquement dans l'engagement militant en politique, mais dans l'exercice d'une fonction élective. Donc c'est comme ça aussi que ça s'est fait. Et puis il advient que j'ai également décidé d'adhérer à Europe Écologie Les Verts et Les Vertes, comme je le rappelle à chaque fois. Importante précision, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Je m'y attelle, en tout cas, je m'y attelle. L'écriture épicène fait partie des combats. Parce que sur les valeurs, c'est ça. Parce que c'est le parti qui est le plus proche de mes convictions, de la manière dont j'ai envie de faire de la politique, de la manière dont j'ai envie qu'on s'adresse aux grands défis qui sont pas seulement devant nous, mais qu'on est en train de vivre. Et ça me semblait de l'évidence, donc ça a été un choix du cœur, de la raison et de la lutte contre le syndrome de l'imposteur. D'accord. Et bon, j'imagine qu'il y a, les valeurs écologiques te parlaient forcément pour accepter aussi cette candidature. On a parlé de la naissance de ton engagement féministe qui finalement puise ses racines très très tôt. Et ton engagement écologique, ou en tout cas tes valeurs pour l'écologie, elles sont nées comment d'après toi ? Je vais te révéler tous mes secrets, si tu me poses cette question. Donc, comme je te l'ai dit, je viens de la ruralité. Mon village d'origine, Brion, ça doit être un peu moins de 700 habitants et habitantes maintenant. Ouais. Donc, on est au beau milieu du parc régional de la Scarpe. Donc, c'est très rural. On est assez loin de la gare la plus proche. Ce qui déjà, finalement, je pense, a beaucoup construit chez moi autour de la notion et de l'importance du service public. Mais voilà, j'ai été élevée en pleine nature. Mon père est né à la ferme, littéralement dans l'étable. Et la ferme, c'était le bâtiment à côté de ma maison. Et voilà, autour de chez moi, c'est vraiment des champs, des étangs, de la forêt. Et j'ai vécu donc là-bas pendant 16 ans et demi, 17 ans, dans une famille de chasseurs. Et donc, je n'ai jamais chassé moi-même, mais j'ai beaucoup accompagné mon père à la chasse. Ouais. Ce qui, quand t'es une gamine, est une expérience assez formidable parce qu'en fait, tu participes tu fais des tours de barque, tu vois les canards, tu vois les oies, tu vois les animaux, pareil avec tous ses amis fermiers. Mais que quand même, la partie on tue les animaux pour notre plaisir, ça ne m'allait déjà pas du tout. Donc je pense que mon père ou mon frère, quand ils écouteront ton podcast, vont dire « Ah, on va encore avoir ce débat ». Parce que c'est un débat qui est sempiternel et qui continue d'être parfois très tendu entre les écologistes et les chasseurs. Mais paradoxalement, c'est quand même là qu'a démarré mon engagement écolo. D'accord, donc aussi très tôt finalement. Finalement, c'est à presque en croire que je serais une nana plutôt cohérente, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte de t'engager au quotidien ? Parce qu'on le comprend, ton engagement, il est très multiple. Enfin, je veux dire, il est politique, il est écologique, il est féministe. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de t'engager comme ça dans ton quotidien ?
Alors, la réponse qui me vient le plus vite à cette question, c'est la colère. Je suis une personne profondément en colère. Je suis profondément révoltée parce que je vois et parce que je vis. Donc j'aimerais bien qu'un jour on en arrive même à poser la question dans l'autre sens. C'est-à-dire, mais pourquoi finalement on s'engage pas toutes et tous quand il y a tellement de choses au quotidien qui nous pourrissent la vie? Donc, malheureusement, ça se passe pas comme ça et c'est pour ça que je sais que poser la question dans l'autre sens serait un peu biaisé. Mais vraiment, il y a quelque chose de moteur à vouloir changer les choses simplement parce que ne pas bouger, pour moi, c'est insupportable. Donc je saurais pas te... Enfin si, je peux aussi dire par ailleurs, le militantisme, ça m'apporte beaucoup du point de vue humain, du point de vue de la maturité, même du point de vue des compétences. Tu apprends à faire énormément de choses quand tu es militante. Je pense pas que je pourrais être candidate si jeune pour être maire d'un arrondissement à Paris si je n'avais pas appris autant de choses, y compris techniques, de mon militantisme. Ça te donne beaucoup de force, c'est intellectuellement passionnant, et puis tu rencontres des personnes formidables, tu noues des amitiés, des amours parfois, tu découvres des choses aussi qui deviennent aussi cardinales dans ta vie que l'a été pour moi la découverte de la sororité. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, engagez-vous. Très bien. Je suis assez d'accord avec toi, hein. Je partage complètement ce point de vue. Mais c'est vrai que tu le disais aussi, hein, il y a entre les valeurs qu'on peut avoir, puis même la colère qu'on peut ressentir et l'étape d'après qui est de s'engager. Parfois, pour certaines personnes, ce pas-là est compliqué à produire. Je veux dire, la première étape est compliquée parfois pour certaines personnes. Mais je partage ton point de vue. Mais c'est ça qui est... Ouais. Qui est ambivalent chez moi, parce que c'est vrai, quand je le dis, j'ai l'impression de dire comme si c'était facile, alors qu'en plus, je viens d'un milieu où l'engagement n'est pas du tout évident. Voilà, moi je suis arrivée aussi à Paris un peu sous forme de quota. Hein. J'étais une femme d'un milieu social pas aisé, venue de la ruralité, donc pas vraiment le profil type des organisations militantes. Et finalement, j'ai fait des organisations militantes assez classiques. Mais il y a plein de manières de s'engager. Faire un podcast, c'est s'engager. Tenir un compte Instagram où tu postes des images drôles pour faire réfléchir les gens sur le féminisme, c'est une manière de s'engager. Il y a eu plein de choses autour de simplement aller faire tout aussi bien de l'humanitaire que partager une pétition sur change.org. Il y a plein de manières de changer le monde. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Et donc toi, tu es passé du milieu associatif au milieu politique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et puis, comment s'est passée un peu cette transition? Parce que j'imagine que c'est deux mondes très différents. Pour qu'on comprenne un peu comment ça s'est passé pour toi. Alors, ça s'est passé assez vite, puisque ça s'est fait en septembre 2019. Sont des milieux différents. Alors moi, ce qui a été très différent pour moi, c'est donc à Oser le féminisme, on est quand même une majorité, y compris dans les membres du conseil d'administration, on est une large majorité de femmes. Et là, j'ai redécouvert les collectifs mixtes dans de grandes proportions. Et là, c'est vrai que d'un coup, ça change pas mal de choses dans le déroulé des réunions, dans la manière dont on se parle entre nous. Enfin, voilà, ça a été vraiment une redécouverte. Ça faisait très longtemps, d'autant plus que dans le milieu professionnel dans lequel j'évoluais, j'étais dans une université de lettres, de langue et d'art, où il y avait donc également beaucoup de femmes. Donc voilà, là, ça a été une grosse différence. Ensuite, en étant porte-parole d'Oser le féminisme, mine de rien, on a quand même une partie de notre activité qui est un peu partagée par rapport au monde politique, qui est celui du plaidoyer vis-à-vis des politiques et des pouvoirs publics, donc du travail en institution, de la préparation des dossiers, celui de l'intervention médiatique. Donc, par exemple, arriver en campagne et savoir qu'il faut monter un programme, préparer une stratégie pour le porter, mobiliser des réseaux, écrire des communiqués de presse, sont des choses que j'avais apprises par ailleurs. Donc là-dessus, sur le quotidien un peu des missions, ça n'a pas été trop difficile de faire la transition. Par contre, ce qui est terriblement large et donc grisant,
c'est surtout dans une élection municipale, c'est qu'encore plus que dans le féminisme, où moi j'y tiens beaucoup, je dis le sexisme est partout, le patriarcat est partout, les femmes sont partout, ou presque. Donc le féminisme doit être partout. Mais c'est vrai que là, quand on fait une campagne pour les élections municipales, c'est vraiment le premier échelon d'exercice des responsabilités auxquelles les Français et les Françaises s'attachent et font confiance. Donc il faut pouvoir répondre à presque tout et presque dans la minute. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. Mais ça, c'est aussi une superbe responsabilité. Et c'est là que je pense qu'il est important d'avoir des repères forts à la fois sur les valeurs et sur la manière dont on souhaite s'engager, y compris dans la construction des équipes, dans la bienveillance, dans beaucoup de choses que j'ai apprises auparavant via l'engagement associatif. Ouais. Et j'ai lu quelques interviews de toi en préparation de notre échange et de notre discussion. Et je me suis arrêtée sur deux notions qui me semblaient importantes. La première, c'est que tu dis que tu as choisi de t'engager en politique pour exercer le pouvoir et pour changer le monde. Alors moi, j'aime beaucoup cette formule de changer le monde. C'est assez ambitieux. Je voudrais déjà savoir si c'est juste ce que j'ai lu et nous expliquer un peu ce qui se cache derrière cette notion-là pour toi. Alors je rassure, c'est juste. Toutes les citations dans les médias ne sont pas biaisées. Je crois même que c'est tellement juste que sans l'avoir fait exprès, je crois que j'ai déjà dû employer les deux expressions depuis qu'on se parle. Ouais. Pourquoi je dis exercer le pouvoir ? Parce que j'en ai marre qu'on s'excuse. J'en ai marre qu'on s'excuse de dire, avant tout en tant que femme, qu'on s'excuse de vouloir exercer du pouvoir. Parce que déjà, c'est légitime. En fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle la démocratie. Et donc, une moitié de la population ne se sent pas légitime, ou en tout cas, est tellement plus d'empêchement à le faire ou à le réclamer, c'est déjà en soi un énorme problème. Et ensuite, parce que, à travers mon engagement militant et associatif, je réalise qu'il ne faut pas vouloir le pouvoir pour le pouvoir, même si, encore une fois, quand tu fais partie d'une classe dominée, ça a de la valeur tout de même, mais parce que c'est un levier de changement qui peut être très concret et très efficace. Et donc, quand tu as passé finalement 10 ans, oui, parce que du coup, ça fait 10 ans, comme moi, à essayer de passer à travers les portes, les fenêtres et tous les trous de souris possibles pour essayer de changer les choses, tu te dis, mais est-ce que finalement, il ne faut pas aussi que je passe par l'escalier principal ? Et encore une fois, parce que tout simplement, le monde dans lequel nous vivons, je le trouve pas possible. Enfin, il y a vraiment une question comme ça, c'est on ne va pas pouvoir continuer comme ça, tant du point de vue concret de la dégradation de nos écosystèmes, et aussi, et ça c'est un point que j'aime bien soulever, même du point de vue de l'émancipation humaine et quasiment de l'intellectuel, on nous fait croire des choses absurdes, à savoir que les filles savent moins bien faire des maths que les garçons, simplement pour qu'une petite partie de la population puisse, elle, s'accaparer le pouvoir et le conserver en usant de la violence. Donc il faut aller prendre les outils nécessaires pour changer le monde et pour éviter que ce cercle de violence continue encore et encore. Oui, bien sûr. Et du coup, la deuxième citation sur laquelle j'aimerais bien revenir, que je trouvais hyper intéressante, tu as dit « En arrêtant d'être porte-parole d'une association féministe, je me suis rappelé que j'étais une femme de moins de 30 ans. » Donc, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très paradoxal finalement. Ouais, c'est hautement paradoxal. Alors ça c'est vrai et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas encore entièrement fini d'analyser moi-même. Ouais. Déjà parce que j'étais dans un milieu donc principalement féminin quand on était avec les militantes d'Oser le féminisme, qu'on débattait, qu'on préparait nos actions. Ensuite, parce que j'avais tellement l'étiquette et parfois donc la cible géante dans le dos de féministes que je me baladais plus avec ma cible qu'avec la réalité de ma personne. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression qu'on me tapait dessus parce que j'étais la porte-parole et la présidente d'Oser le féminisme, tu vois, pas tant que ça parce que j'étais une femme. Ouais. Puis là, je suis arrivée dans un milieu où,
certes, les écolos m'ont fait venir parce que je suis féministe, mais aussi parce que je suis une femme et que je suis jeune et que le renouvellement c'est important. Mais j'ai découvert de la part de personnes qui, par exemple, ne connaissent pas du tout mon parcours, j'ai découvert le reste. Enfin, je l'ai un peu redécouvert. C'est-à-dire le fait que tu arrives dans une salle et les gens ne savent pas qui tu es, ce que tu as pu faire auparavant, et ils voient débarquer une femme jeune. Puis voilà, donc forcément, c'est pas elle la candidate. En plus, j'ai un nom qui peut aussi être un nom de garçon. Donc voilà, on cherche l'homme responsable. J'ai redécouvert des choses que j'avais pas vécues depuis très longtemps. Par exemple, la question du harcèlement pendant que tu milites, pendant que tu tractes. On l'avait bien sûr connu à Oser le féminisme, mais bon, on s'organise entre nous, on en a conscience, et puis généralement quand on fait des actions dans l'espace public, c'est très fortement marqué qu'on est une association de lutte pour les droits des femmes, donc ça limite un peu quand même. Et puis, ou en tout cas, ça l'encadre, quoi, ça le met dans un champ très précis. On sait que les gens qui viennent spécifiquement nous enquiquiner, ils le font aussi pour ça, donc l'antiféminisme primaire, c'est très régulier. Mais là, je redécouvrais des choses du style, pendant un tractage, les personnes qui te disent je vote pour vous, ça dépend, vous me faites un bisou, ou qui au bout de 5 minutes de discussion, en fait, tu comprends que c'est pas tant la discussion qui l'intéresse que essayer de récupérer ton numéro. Et donc voilà, plein de choses comme ça, auxquelles d'une certaine manière je n'étais plus du tout habituée, parce que plutôt que mon sexe et mon âge, j'étais un peu cachée derrière la grande cible du féminisme, ce qui est le rôle de porte-parole, hein, et c'est à ça qu'on sert quand on est porte-parole. C'est pour ça qu'il faut... moi, je disais souvent, quand on est porte-parole, il faut avoir les épaules plus larges que soi. Parce qu'en fait, on porte un message qui n'est pas uniquement le nôtre, et parce qu'on cristallise des tensions, des haines et des violences qui ne sont pas uniquement dirigées contre nous en tant que personne. Mais là, du coup, une fois que tu retires tes épaules un peu plus larges que toi, tu te rappelles quand même que, ah oui, tu es toujours en dessous. Ouais. Ouais, non, j'imagine. Ok, non, mais c'est intéressant. Effectivement, on ne se rend pas forcément compte de tout ça. J'aimerais bien qu'on évoque aussi ensemble les liens entre écologie et féminisme maintenant. Et peut-être que tu pourrais nous expliquer pourquoi ces liens sont importants pour toi et pourquoi finalement il est très difficile de dissocier les deux. Ah, je ne serais pas forcément d'accord avec toi. Je pense que les deux notions peuvent être dissociées. Par contre, je crois qu'il est fondamental qu'on construise les deux combats ensemble. C'est légèrement différent. Déjà, quand je suis arrivée à Oser le féminisme véritablement, quand j'ai commencé à m'investir dans l'association, c'était en 2015. Et l'un des premiers groupes de travail thématiques auxquels j'ai participé, c'était sur la COP 21. Et donc, justement, on a beaucoup travaillé sur l'écoféminisme, puisque pour nous, l'objectif, c'était aussi de sortir un peu l'écoféminisme de la niche dans laquelle à la fois le patriarcat et les anti-écolos, ils sont souvent très alliés aussi, avaient essayé d'enfermer les écoféministes, à savoir celles qui jouent à la magie et qui disent les femmes sont proches de la nature, donc on aime la nature, aussi quelque chose de très essentialisant. Qui est un courant écoféministe qui existe, avec lequel je suis pas forcément très d'accord, mais qui a aussi ses bons côtés, voilà. Et donc, pour nous, l'objectif, c'était d'essayer de réfléchir comment la lutte écolo et la lutte féministe pouvaient s'articuler, comment même très souvent elles s'articulaient par nécessité politique, puisque quand on parle par exemple des travailleurs pauvres dans le monde, en fait, à plus des 2/3 sont des femmes. Quand on parle des personnes qui sont les plus touchées par le changement climatique, notamment en cela que ça affecte leur quotidien et leur économie domestique, à plus de 80%, ce sont des femmes. Donc, comment finalement, y compris dans le domaine de la lutte écolo, l'invisibilisation des femmes nuisait tout aussi bien au progrès de l'égalité qu'au progrès de la défense de l'environnement. Donc ça, c'était une première étape. Et puis, il y a eu beaucoup de très belles lectures, beaucoup de très belles réflexions. Je pense notamment à un documentaire qui s'appelle « Ni les femmes, ni la terre », que je vous conseille absolument,
qui montre bien cette articulation entre les luttes écologistes et les luttes féministes, comment il y a eu beaucoup de luttes historiques, notamment par exemple contre le nucléaire, qui ont été totalement effacées de l'histoire politique, qu'elles soient féministes ou écolo. Et c'est aussi un patrimoine qu'on essaye de récupérer. Donc c'est une jonction que j'essaye de faire, à la fois en montrant comment, le plus souvent, ce sont des femmes qui sont touchées, mais aussi comment les mécanismes de domination, à savoir l'exercice de la violence, ça passe beaucoup par ça, a des mécanismes souvent comparables entre l'exploitation de la nature et l'exploitation des femmes. Mais on pourrait aller plus loin. C'est la destruction de la nature, la destruction des femmes, la destruction des personnes qui ne sont pas blanches. Enfin voilà, donc on pourrait continuer à élargir le spectre et parler d'écoféminisme anti-patriarcalo, antiraciste. Enfin voilà, il y a plein de choses à construire, mais vraiment se dire que, en plus aujourd'hui, je pense que dans l'actualité qu'on vit, dans la structure sociale qu'on subit aujourd'hui, on a vu l'émergence de ces deux grands mouvements autour de l'écologie et du féminisme. Et moi, je pense vraiment qu'on peut s'allier, créer des ponts militants, créer des ponts intellectuels, créer des ponts entre les organisations pour renforcer nos deux combats jusqu'à ce qu'ils ne deviennent plus qu'un. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Et d'après toi, comment on applique alors cet écoféminisme à la politique et notamment locale ? Eh bien déjà, on montre qu'il y a des écolos qui sont des femmes. On montre qu'il y a des écolos qui sont féministes. Et inversement, on montre qu'il y a des femmes et des féministes écolos. Puisqu'il y a quand même un énorme enjeu de représentation. Ensuite, ça va être dans l'application en général de la politique. Le fait d'avoir un programme politique, une méthode politique qui trouve des repères, par exemple la bienveillance, qui est un concept qui est politiquement fort, qui, dans l'inclusion des femmes dans la sphère publique, est extrêmement important et qui essaye de lutter contre toutes les méthodes de violence qui, par ailleurs, peuvent se retrouver dans les systèmes d'exploitation de la nature. Tu vas avoir des choses sur... par exemple, à Europe Écologie Les Verts et les Vertes, ne serait-ce que le fait à chaque réunion ou café écolo que j'anime, puisqu'on a des cafés écolos tous les dimanches en ligne pour parler de plein de sujets. Donc, par exemple, à chaque fois, je dis Europe Écologie Les Verts et les Vertes. Ça nous a fait rire en début d'émission, mais c'est aussi inventer quelque chose dans le champ mental. S'il y a beaucoup de femmes qui sont militantes depuis longtemps et qui n'avaient jamais entendu une animatrice en réunion dire ça. Donc voilà, on sème des petites graines, on sème des petites graines. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et j'aimerais aussi qu'on parle maintenant de l'industrie textile, parce que c'est ce que je te disais quand on a échangé ensemble avant d'enregistrer, avant le début de l'enregistrement. Moi, cette notion d'écoféminisme a pris un peu toute son ampleur avec l'industrie textile, où je me suis rendu compte à quel point l'exploitation des femmes était liée à cette industrie polluante, et donc tout ça. J'ai aussi fait des ponts entre ces deux notions. Et tu me racontais que toi, tu avais été très écœurée par le milieu de la mode. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution de ton rapport avec les vêtements, qui est en plus assez pertinent avec la femme politique que tu es aujourd'hui? Alors c'est sûr que l'industrie textile, c'est vraiment une industrie, et de la mode en général, c'est vraiment une industrie typique des cercles vicieux qu'on doit briser. Entre l'exploitation de la nature, la pollution, l'exploitation des travailleurs qui sont principalement des travailleuses, la destruction de leur cadre de vie, ce qui nuit à leur santé et à leur charge domestique. Enfin voilà, là ça remplit toutes les cases de ce qu'on doit combattre. C'est ça. Et le point dans mon quotidien là-dessus, c'est beaucoup le rapport au physique, au poids et aux injonctions. Alors, c'est le moment, mais c'est marrant parce qu'on en a déjà discuté un peu dans d'autres podcasts, et chaque fois je me retrouve à faire ce moment un peu étrange où je dis, donc, comme c'est de l'audio, vous ne me voyez pas, donc vous ne savez pas que je fais 1m80. Ce qui est assez grand pour une femme en France, encore aujourd'hui.
Et ce qui a causé un écœurement assez précoce vis-à-vis même de la mode, des vêtements, de mon propre corps, à quel point je m'y sentais mal. C'est des choses qu'on analyse très bien dans le milieu féministe, la pression au poids, l'injonction à la beauté. Il faut absolument lire Beauté fatale de Mona Chollet là-dessus, qui est vraiment l'ouvrage de référence. Et on a beau le savoir et on a beau le dire comme ça quand on analyse la publicité ou autre, c'est vrai qu'on a assez peu souvent le retour très concret de se dire mais moi en tant que femme et en tant que jeune femme, très jeune femme, jeune fille, je ne comptais plus le nombre de fois où je pleurais dans les cabines d'essayage. Et où, quand ça participe d'une distorsion de qui tu es et de l'image que tu renvoies. Par exemple, moi, ça fait très longtemps maintenant que je m'habille au rayon adulte, parce que quand tu fais 1m70 à 13 ans, il n'y a pas grand-chose dans le rayon enfant. Et où du coup, c'est limite si je me faisais pas engueuler au collège et au lycée parce que j'avais des chaussures avec des talons, des chaussures de femme. Et oui, mais bon, le 41, 42 fillettes, il n'y en a pas des masses. Et donc, c'est un truc qui avait été vraiment assez pénible, qui en plus s'est doublé d'une contrainte économique. Parce qu'en plus, quand t'as pas un goût du coup pour la mode, que ça t'écœure par rapport à ton propre corps, que tu achètes des vêtements assez peu chers, donc en plus ils ont une durée de vie limitée. Franchement, je me suis jamais dit vas-y, je vais aller faire du shopping, c'est fun. Ouais. Et puis il y a quelques années, je me suis retrouvée avec une copine féministe où je lui ai dit écoute, là, faut que j'aille chercher une robe, ça m'angoisse. Mais en fait, j'ai pas le choix, faut que j'aille chercher une robe. Est-ce que tu viendrais avec moi? Et bien, mine de rien, quand tu le fais avec une copine féministe qui a du coup un regard un peu critique, un peu acerbe, et qu'on se marre en voyant l'espèce de débauche des grands magasins qui confinent au ridicule, mais qui en même temps ont une violence ultra incarnée, et que par ailleurs à ce moment-là, j'avais un peu plus de moyens financiers, puisqu'à l'époque donc je travaillais à l'université, et ben c'est vachement moins angoissant, c'est vachement moins compliqué. Et ça, je le trouve assez peu dans le champ des discussions. On commence à avoir des débats sur la mode durable, sur la mode équitable, mais il y a quand même tout un effort de démocratisation à avoir là-dessus, et sur comment et pourquoi on pourrait rendre plus facile notre rapport à l'apparence, déjà en limitant les injonctions et en essayant de faire en sorte de les combattre, mais aussi en donnant les moyens à toutes et à tous d'avoir un accès à une industrie textile et de mode plus bienveillante, tant sur la production de vêtements que sur la recherche de ces débouchés chez les jeunes filles et les jeunes femmes. Et tu parles des injonctions imposées aux femmes via leurs vêtements, et tu en as encore plus pris conscience pendant ta campagne électorale, tu me racontais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se sont matérialisées ces injonctions pour toi? Parce que c'est assez... Ouais. Alors, je vous le dis parce que, et je suis contente d'en parler, mais j'ai conscience que ça peut paraître trivial, mais en fait, sinon... personne n'en parle, et il faut en avoir conscience sur des choses vraiment toutes bêtes, et du coup on en avait parlé avec quelques militantes candidates ailleurs. Déjà, quand tu es en campagne, il faut partir du principe que tu vas quasiment être prise tous les jours en photo. Bon, si tu as un rapport à ton image, à ton corps, etc., qui est pas évident, comme beaucoup de femmes, et comme pour moi, c'est déjà une première étape extrêmement délicate. Ouais. En plus, si tu es prise en photo tous les jours, il faut imaginer que du coup, tous les jours, tu dois être lavée, habillée, maquillée. Moi, il y a plein de moments où j'y vais sans maquillage, mais bon, voilà, il peut y avoir des passages obligés plus ou moins sympathiques, y compris quand, au bout de 3 mois de campagne, quand même, tu dors assez peu, t'es plutôt fatiguée, et j'avoue que l'anti-cerne a longtemps été mon meilleur ami. Et ensuite, il y a la question de la charge domestique et de la charge financière. C'est que toutes ces photos, ces meetings, ces opérations, ces plateaux télé, où c'est pas juste, en fait, tu te balades et donc tu vois les gens, enfin, il y a des traces qui restent. Il y a un moment, tu te dis, et parfois on te fait comprendre que ce serait bien quand même que t'aies pas porté 3 fois la même robe. Ah!
Donc ça veut aussi dire qu'il faut que je gère, déjà les journées ne font toujours que 24 heures, mais il faut que je gère le temps de faire mes lessives, faire mon repassage, et aussi d'aller acheter des robes, si j'en ai les moyens, ou d'autres fringues, pour ne pas toujours être habillée pareil. Et là, tu te dis, ah ouais, mais personne m'avait prévenu, quoi. Ou alors ce jour de détente où tu pars de chez toi avec un jean un peu cracra et un t-shirt un peu marrant, et en fait, on t'appelle en urgence pour faire une télé, et là, tu te dis, comment je fais ? Et tu découvres. Tu découvres des trésors de créativité, de récup chez les copines, mais c'est un truc, c'est vrai que on n'y pense pas, quoi. On pense à plein de choses quand on se dit qu'on va rentrer en campagne. Déjà, on est absorbé par son syndrome de l'imposteur. Est-ce que j'ai des choses à raconter ? Est-ce que je vais savoir les raconter ? Est-ce que les gens voudront de moi ? Est-ce que Puis parfois, on est dans la matérialité de la chose et puis on dit ah oui, mais en plus, faut que je gère ça en plus. Donc, je lisais un article où il y a des femmes qui, contre ça un peu, ont théorisé le fait de porter un uniforme. Ça c'était revenu il y a quelques années du style des influenceuses qui s'habillent tous les jours pareil. Je sais pas, mais c'est bizarre de se dire qu'au milieu de tous les affres d'une campagne, à un moment, tu t'arrêtes et tu te dis mais attends, là, dans mon agenda, faut que je cale quand est-ce que je vais faire mes lessives. Alors que toi, t'as envie de parler de la reconnaissance du statut juridique de la scène. Mais il faut y aller avec un t-shirt propre. Oui, ce sont des injonctions, des charges en plus pour les femmes, quoi. Alors, pour les femmes, alors c'est vrai que, honnêtement, pour mes collègues candidats masculins, ça existe aussi. Voilà, je pense à mon candidat tête de liste à Paris, David Béliard. C'est vrai que, il fait plein de déplacements chaque jour. J'imagine qu'il a aussi un répertoire, une organisation pour laver et repasser ses chemises qui doit être assez funky. Mais pour les femmes, en plus, t'as quand même toujours quelque chose sur à quel point les gens se sentent libres de faire des commentaires sur ton apparence. Aussi. Et toi, t'as juste envie de dire, en fait, j'ai pas le temps de vous gérer ça en ce moment, quoi. Enfin, vraiment, là, c'est pas le moment. Et t'en es même arrivé à faire une émission télé en culotte, tu me disais. Tellement ces injonctions sont quand même puissantes. Non, mais c'est dingue parce que je veux bien que tu nous racontes cette anecdote parce que moi je la trouve assez à la fois drôle mais aussi très puissante en termes d'injonctions imposées aux femmes, quoi. Ouais, alors pour le coup, ça, on va pas mettre ça à charge du monde politique puisque c'était en dehors de la campagne. Non, c'était l'année dernière, c'était pour le 8 mars en plus. Parce que mine de rien, quand t'es militante et quand tu sais que t'as une grosse journée devant toi, tu réfléchis un peu à comment tu t'habilles, quoi. Est-ce que j'ai une tenue qui me permet de faire et la manif et les plateaux télé et des chaussures dans lesquelles je suis capable de courir, etc., etc., etc. Bon, ça va, c'est facile à trouver. Et en l'occurrence, j'avais peut-être un premier indice de ma tendance écoféministe. J'avais une longue robe verte. Et à 23h45, rendez-vous sur un plateau. Donc je pars au maquillage, on fait le maquillage, tout se passe très bien. Et 2 minutes avant de rentrer en plateau, on se rend compte que le plateau est constitué avec en studio un fond vert. En fait, le fond vert, ça sert à faire une illusion et à projeter en réalité derrière les intervenantes. Ça devait être une image de Paris avec la Tour Eiffel. D'accord ? Donc le problème de la robe verte sur le fond vert, c'est qu'à l'image, si tu veux, à la place de ma poitrine, il y avait la Tour Eiffel, quoi. C'est un peu étrange. Donc là, panique à bord, faut trouver quelque chose. Et tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, en mode on fait quoi ? Je suis là, écoutez, je suis passée devant, vous avez un vestiaire, il nous reste 1 minute 30, je ne sais pas, on court au vestiaire. On court au vestiaire, et là, j'ai un grand porte-manteau devant moi avec les tenues des femmes. Et donc je commence à regarder, et puis en fait, il n'y a que du 32, du 34, du 36. Donc je me tourne vers le chargé de production, un air un peu interloqué. Et là, ce monsieur me dit, mais alors c'est pas qu'on est grossophobe, c'est qu'en fait, elles font toutes du 34. Alors toi, t'es là pour intervenir, pour parler féminisme, et t'es là, bon, est-ce que j'ai le temps d'expliquer au monsieur le concept de grossophobie ? Parce qu'en fait, c'est à peu près exactement ça. En fait, non, j'ai pas le temps. Et on démarre une émission en direct, en plus, enfin voilà. Et donc, je me saisis d'une chemise d'homme assez grande pour moi,
j'enlève ma robe, j'enfile la chemise et je fais toutes les missions perchées sur un tabouret avec une députée, une chef cuisinière, voilà, perchée sur un tabouret avec mes talons, mes collants et la chemise au-dessus, en ayant eu, je ne sais pas comment, c'est les moments de survigilance, la présence d'esprit de penser à échanger les tabourets pour qu'on ne me voit pas sur les plans de coupe. Histoire que, au passage à la pub, on voit pas que la dame, en fait, elle n'a pas de pantalon. Donc c'est des trucs comme ça qui sont juste pas drôles du tout sur le moment, très drôles après, mais ce qui est terrible, c'est qu'on ait besoin de réfléchir à tout ça, quoi. On se dit, la double, voire la triple journée militante entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie militante, c'est déjà assez compliqué comme ça à gérer, sans qu'en plus, on ait besoin d'avoir en permanence à s'interroger sur ses lessives, ses fringues, son maquillage, ses cheveux. Est-ce que ma robe va disparaître avec le fond du studio, quoi. Mais il y a un tel impensé et tellement pas de communication, de partage, de modèles féminins qui peuvent nous raconter ça pour qu'on soit préparé. Que voilà, ça peut paraître trivial, mais je suis contente de l'avoir raconté quand même. Ouais, non, mais moi je trouve ça quand même intéressant. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient à l'esprit aussi. Là, tu parlais tout à l'heure de charge mentale, de charge domestique pour les femmes. Et il y a aussi une charge qui est un peu décriée en ce moment, notamment par les écoféministes, sur la charge de la défense, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour la protection de la planète, qui est souvent attribuée aux femmes. Comme un nouveau fardeau, et je serais curieuse d'avoir ton avis sur le sujet, où c'est la femme qui doit faire son shampoing solide, sa lessive, voilà. Et c'est là qu'on voit bien l'intérêt de l'écoféminisme, parce que si demain on dit à l'ensemble des hommes chefs d'État de la planète, bon les gars, ça fait 3000 ans que l'exercice du pouvoir ça ne vous réussit pas, vous faites ça de manière violente. Au-delà des problèmes de capitalisme, de racisme, en plus, vous êtes en train de détruire l'écosystème. C'est n'importe quoi. On va reprendre les choses en main. C'est aux femmes d'assurer la pérennité de la chose et de faire baisser la pollution, de faire baisser les émissions carbone, tout ça. Bon, on est d'accord qu'ils vont nous envoyer paître. Si on présente les choses comme ça, l'écoféminisme, ce sera toujours une jolie lubie. Par contre, quand il y a une pensée qui s'installe, qui est celle de l'écologie des petits gestes, je ne dis pas que les petits gestes ne sont pas utiles, mais en termes d'impact global, est-ce qu'il vaut mieux faire son shampoing soi-même ou devenir présidente de la République ? J'ai tendance que, en termes de bonne allocation des ressources, vaut mieux devenir présidente de la République. Ouais. Bon. Mais quant à cette écologie des petits gestes qui se développe et qui est quand même une pensée qui sert d'excuse à plein d'acteurs, y compris d'acteurs privés, là, d'un coup, ça dérange personne de demander aux femmes de fabriquer leur propre éponge, leur propre shampoing, de faire leurs produits ménagers à base de bicarbonate de soude et de vinaigre, de cuisiner local, bio et de saison. Et ça, en fait, c'est juste une manière de rajouter des injonctions à la charge domestique tout en y mettant un vernis d'émancipation. Et ça, c'est dangereux. Parce que moi, je suis très, très pour qu'on écologise notre quotidien. Mais pas si c'est un poids qui retombe toujours sur les mêmes. Et donc, pour que ça ne soit pas un poids, il faut d'abord des efforts des plus grands acteurs, notamment de la distribution, des grands acteurs privés, des grands acteurs publics et de l'État, pour que ça soit moins difficile aujourd'hui d'être écolo dans ses actes. Et là, le confinement l'a bien montré, y compris du point de vue des circuits alimentaires. Et puis ensuite, de la part de l'ensemble des acteurs qui sont des hommes, sortir de la pensée que t'es un mec bien parce que tu aides à la maison. A priori, tu vis dans la maison aussi, donc ça n'est pas que tu aides, tu fais juste ta part de travail. Ouais.
Ouais, non, et d'où l'importance finalement de rappeler que l'écoféminisme doit être une action politique avant des actions individuelles, comme tu le disais, quoi. Ça peut être les deux. Moi, j'ai pas envie de marquer de primauté, notamment parce que ça peut commencer par des actions individuelles et éveiller des consciences. Par contre, faut pas se laisser enfermer et faut toujours réfléchir à qui ça profite et à quel est le discours global. Ouais. Et j'aimerais aussi parler avec toi, parce que tu le disais, être une militante, une activiste, être engagée, c'est fatigant de l'être au quotidien. On a vu d'ailleurs ces derniers mois beaucoup de militantes féministes faire des burn-out, parler de cette fatigue militante. Toi, ça t'arrive de la ressentir, cette fatigue militante ? Bien sûr, tous les jours, ou presque, notamment parce que moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de difficultés à encaisser MeToo. C'est ça qui m'a rendue d'autant plus en colère. À un moment, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait tout un pan du discours autour de MeToo disant « ça profite aux féministes ». En gros, ça les aide à faire leur beurre. Et quand nous, on voyait l'extrême difficulté, l'extrême violence auxquelles on était confrontés, les extrêmes violences auxquelles on était confrontés, y compris du point de vue personnel, en essayant d'encaisser l'ensemble des témoignages qui nous arrivaient d'un coup, c'était encore plus indécent d'entendre des personnes qui, elles, avaient perpétué ce système de violence sexiste et sexuelle contre les femmes, laisser croire que finalement on en profiterait. Après, la fatigue militante, c'est important pour moi d'avoir théorisé le burn-out militant parce que ça permet qu'on en parle, mais je pense qu'il faut toujours réfléchir à pourquoi c'est arrivé là et quels sont nos moyens pour en sortir. Et donc là, pour moi, il y a deux grandes choses. C'est se rappeler que c'est moins le militantisme qui nous fatigue que les dominations, les oppressions et donc les inégalités qu'on vit au quotidien qui nous empêchent de vivre de manière libre et épanouie, qui du coup nous conduisent au militantisme, mais qui en plus dans le militantisme sont toujours là, nos oppressions. Et puis la question concrète des moyens, notamment dans le féminisme, mais aussi dans l'écologie en partie. On a des associations qui font un véritable travail que je considère de service public. Il y en a même d'ailleurs qui ont des délégations de service public, avec des moyens mais tellement faibles. La puissance publique n'est aujourd'hui pas mise à la protection des femmes. Et donc c'est sûr que si on demande aux féministes d'assurer la sécurité de la moitié de la population, c'est un renoncement énorme de la part de l'État, mais c'est aussi une pression énorme pour celles qui portent en partie ce fardeau. Et d'ailleurs, avant de te poser la dernière question rituelle du podcast, il y a une question que j'aimerais bien évoquer avec toi. En fait, j'écoutais juste avant d'enregistrer notre discussion une interview sur Créature, qui est l'émission féministe d'Arte, où il parlait d'une notion qui, moi, m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est la radicalité. En rappelant que radicalité vient de racine, et en fait, c'est reprendre les problèmes à la racine. Et je me demandais si en politique, il était possible, d'avoir une politique radicale aujourd'hui. Enfin, si toi, c'est quelque chose que, si tu es élu, en tout cas à l'élection municipale de Paris, c'est quelque chose que pour changer la société et changer le monde, comme tu le disais, c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche beaucoup aux politiques, de ne pas être suffisamment radicaux dans leurs actes, ce genre de choses. Ah, mais radical, voire même parfois un petit peu révolutionnaire, allez, osons. Mais le fait même d'incarner et de se battre pour être élu, je pense qu'on a... Ben oui, désolée de le dire, mais mon âge et mon sexe, c'est déjà très radical, parce que quand tu vois la tête des conseils municipaux un peu partout en France, c'est encore beaucoup trop homogène. Sur la dernière mandature, je crois qu'on avait moins de 16% de femmes maires. Donc déjà en soi, ouais. Et ensuite pour soi, dans l'exercice
du pouvoir et de la radicalité en termes de déontologie qu'on s'applique, mais aussi sur les idées du programme. Enfin, mes idées ne vont pas changer parce que je deviens élue. Au contraire, je trouve que ça me donne une responsabilité supplémentaire à les construire, à les partager et à les rendre applicables dans le réel. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de la pensée politique et de l'exercice politique de ces dernières décennies qui a consisté à dire, pour être élu, pour exercer le pouvoir, en gros, le pouvoir, ça se joue au centre, en gros. C'est un peu le ventre mou qui fait qu'on va être élu aux élections. Mais moi, le ventre mou ne m'intéresse pas. La violence dans la société, les inégalités, elles se trouvent aux marges. Donc en fait, il faut faire rentrer les marges dans ces endroits-là, y compris avec la radicalité, y compris en portant des idées qui, jusqu'à présent, paraissent presque folles. Et ça s'est vu aussi dans l'histoire du mouvement, que ce soit le mouvement écolo ou le mouvement féministe. Quand on dit là, à Paris, on veut encore réduire l'espace accordé à la voiture dans Paris. C'est extrêmement radical. Quand tu vois comment s'est passé le dernier mandat parisien avec toutes les tensions autour de la place de la voiture. On dit qu'on veut piétoniser les abords de toutes les écoles. C'est quand même un changement assez radical et assez concret, assez quotidien. Et même dans l'histoire féministe, par exemple, quand on a reconnu, et c'était il n'y a pas si longtemps, le viol conjugal. Ouais. C'est la reconnaissance que la femme n'est pas la propriété d'un homme quand elle devient sa femme. C'est extrêmement radical comme notion. Et je pense qu'on a encore beaucoup de champs libres pour exercer notre radicalité. Ouais. Et alors la dernière question de ce podcast que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Plein. plein. Et en fait, j'adore ces questions parce qu'à la fois, tu as envie de valoriser le matrimoine et donc donner ces noms de femmes que tu admires, dont les œuvres sont des références. Puis aussi, tu as aussi parfois envie de rappeler que le matrimoine, ce sont aussi les femmes de ton quotidien qui sont là, qui te supportent. Donc j'ai finalement parlé de plein d'entre elles. Ma copine Alix qui vient faire du shopping avec moi, Clémence Bodoc, grâce à qui, via son premier podcast et le podcast qu'on avait fait ensemble, je me suis rendu compte que le fait d'avoir été grande dans ma vie, ça m'avait marqué en tant que féministe. Plein de femmes avec qui je milite, des femmes que je lis. Je pense notamment à Virginia Woolf, qui est un peu la grande prêtresse de mon panthéon personnel. Et en ce moment, j'ai la chance et la joie de découvrir de plus en plus à la fois la femme et la militante qui est Alice Coffin. Ouais. Et si vous ne connaissez pas Alice Coffin, précipitez-vous pour la connaître. Elle est également candidate Écologie pour Paris dans le 12e arrondissement. Et c'est une militante et activiste et journaliste lesbienne et féministe qui apporte énormément de choses, tant du point de vue des idées que de la capacité à changer le monde. Donc j'espère qu'on va réussir à faire une belle équipe pour la suite. Je suis sûre. Et d'ailleurs, elle a été interrogée par Lorraine Bastide dans son dernier épisode, je crois, du podcast La Poudre, si Exactement. Je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui aimeraient écouter, elle partage. J'ai pas encore écouté l'épisode, mais en tout cas, elle se confie au micro de Lorraine Bastide. Donc voilà. Eh ben, écoute, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec moi, avec nous. Merci à toi. Merci à vous. Merci à Raphaël d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.